petite voix, le Cameroun vous dit bonjour. Oui, notre travail, c'est la représentation sociale des langues enseignées, langues nationales et officielles, et incidence sur l'acquisition et le transfert de compétences interlangues. L'équipe, nous sommes ici à 2 pour représenter toute l'équipe qui avait au moins 6 personnes. Ce que nous avons été appelés à détecter comme thématique de la recherche, c'était de voir le lien entre les représentations des apprenants et les enseignants-enseignantes et leur incidence sur les compétences interlangues, langue officielle et langue nationale en contexte camerounais. Donc là, il y a 3 aspects. Les représentations vis-à-vis des langues nationales et les langues officielles enseignées à l'école. Et à l'évaluation des compétences en langue nationale et en langues officielles des apprenants, il y a l'auto-évaluation de la didactique biplurilingue. Dans la conduite de toute cette thématique, nous avons été soutenus par le professeur Miled, qui était notre référent, et à qui, chaque fois que nous avancions, nous devions être en accord avec lui pour partager ce que nous pensons et ce que nous faisons. Donc voilà les 3 thématiques sur lesquelles nous avons pu travailler. Devant ces thématiques, nous avions des objectifs de recherche en 4 volets. Il fallait d'abord cerner les représentations des apprenants vis-à-vis des langues officielles et des langues nationales enseignées. C'était le premier objectif. Le second, c'est évaluer les compétences des apprenants en LN et en LO, langue nationale, langue officielle. Un troisième objectif, c'était de mesurer l'incidence de la didactique biplurilingue sur les compétences interlangues. Et le 4e objectif, c'est évaluer l'implémentation de la didactique du plurilinguisme, biplurilinguisme et faire des propositions. Quelle est la démarche à adopter? La première étape, c'était l'exploitation documentaire sur les politiques linguistiques éducatives bilingues, langue nationale, langue officielle. La deuxième étape, c'était les enquêtes sur la représentation liée à l'enseignement-apprentissage biplurilingue, apprenants et enseignants. L'étape 3, la description, interprétation des représentations sur la didactique biplurilingue. Étape 4, les propositions pour une meilleure implémentation de la didactique biplurilingue au Cameroun. Et l'étape 5, nous avons produit 3 articles scientifiques et la restitution des travaux au niveau national. Au nombre des difficultés que nous avons rencontrées, il y a eu d'abord des difficultés institutionnelles relevant de l'indisponibilité de certains enseignants sollicités. Comme deuxième difficulté, nous avions eu des difficultés méthodologiques parce que les apprenants que nous avions, surtout dans certaines classes mineures, ne pouvaient pas répondre à nos questionnaires, ne pouvaient pas les écrire. Il fallait donc les assister
pour qu'on en arrive à avoir les réponses aux questions qui ont été posées. Vous savez, quand on a présenté Alain tout à l'heure, on s'est rendu compte que nous, le Cameroun, nous sommes encore en état d'extension, pas pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés et dans des grandes classes où les enquêtes peuvent se faire assez facilement. La troisième difficulté, c'est le contexte COVID, qui a restreint évidemment les contacts physiques. Quelles sont les solutions que nous avons pu trouver pour les difficultés énoncées? Pour la difficulté première, nous avons fait des programmations des enquêtes selon le calendrier des enseignantes et des enseignants. Deuxième difficulté, nous avons procédé à la soumission orale des questions par l'exploitation des tournures adaptées au niveau des apprenants et le remplissage des questionnaires par les enquêteurs qui nous ont accompagnés. Vous voyez, en ce temps de COVID-là, nous avons demandé à ce qu'un avenant soit signé pour reporter la durée de l'étude. Heureusement, cela a été accepté et un avenant a été signé entre le recteur de l'université de Yaoundé 1 et l'AUF. Les conclusions de la recherche. Les représentations des apprenants sur les LN sont, dans la langue nationale, sont quasi positives, avec quelques résistances, parfois parce que les replis identitaires ou manifestes de certaines personnes se sont signalés ou de certains apprenants. Parfois, on ne voit pas l'utilité des langues nationales. Quand nous disons repris identitaire, on doit se comprendre ici parce que le cas que l'on a observé tout à l'heure et la question qui vient de venir là, on peut avoir dans une classe des gens qui sont de langues différentes et ils sont en situation où ils doivent avoir la langue qui est là. Et ça fait des replis ou alors les gens, les apprenants ne voudraient pas se servir de cette langue-là qui est autour de, bien qu'ils puissent parfois la comprendre ou non. Il y a la représentation des apprenants sur la langue officielle enseignée à l'école, totalement positive. Ils évoquent déjà par ailleurs les avantages qu'ils peuvent en tirer. Nous avons tout un ensemble de données statistiques et nous n'avons pas pu les inclure sur cette page, mais ça fait des informations additionnelles que l'on peut avoir après la présentation puisqu'on les a analysées et on a joint tout cela à la présentation qui passe en ce moment. Donc, on peut la voir après que ceci soit effectivement constitué. La troisième chose, c'est les représentations positives des langues nationales et des langues officielles. Il y a une source de motivation de certains apprenants, mais il y a aussi des représentations négatives par rapport aux langues nationales. C'est vrai, c'est comme une source de démotivation psychologique. Et d'ailleurs, un des articles que nous avons pu écrire était à ce sujet sur les paramètres psychopédagogiques qui entraînent cela. C'est un des articles que nous avons pu faire puisque nous en avons fait 3. Il y a des transferts de compétences peu sensibles dans les pratiques de classe, chez les apprenants comme chez les enseignants. Les données statistiques le prouvent. Mais il y a aussi la didactique biplurilingue qui n'est pas suffisamment pratiquée selon les déclarations des enseignants. Et elle est peu maîtrisée par des enseignants du primaire et même du secondaire parce que la particularité pour notre projet, notre étude, ce n'était pas tout simplement le primaire. Nous nous sommes adressés au collège. Donc, nous avons eu presque plus de 1500 personnes interrogées, autant au niveau du primaire que du secondaire.
Il faut comprendre, pour nous qui sommes ici et nous qui travaillons à ce sujet des didactiques biplurilingues, et nous qui cherchons à savoir est-ce que les transferts interlangues sont suffisamment faits, soit de la part des apprenants ou soit suffisamment conduits de la part des enseignants. Il y a un élément essentiel pour lesquels nous devons, des éléments essentiels pour lesquels nous devons réfléchir ensemble. Parce que le maître qui est en salle de classe, souvent, cherche à savoir quelle est la liste de ce qu'on me demande de faire, comment je vais procéder à ce transfert interlangue. Parfois, nous lui demandons de réfléchir pour faire cela. Il ne peut pas réfléchir. Il se dit, on doit me donner la liste de ce que je dois faire et les pratiques qui y sont rattachées pour que j'arrive à faire le travail ou que je conduise la réflexion de mes apprenants ou les travaux de mes apprenants vers l'objectif qui est identifié. Maintenant, il y a un compte rendu de la restitution nationale de la recherche. Nous l'avons exécuté la semaine dernière et je suis tout à fait heureux que mes secrétaires généraux sont ici présents et toutes les personnes qui nous ont facilité cela. Je suis très heureux pour eux et pour moi. Nous avons présenté les résultats au ministère de l'Éducation de base. À ce sujet, il y avait les responsables du projet et acteurs du projet Langue Cameroun et aussi les personnes du ministère des enseignements secondaires, puisque au Cameroun, les langues s'enseignent autant au primaire comme projet Elan, mais comme initiative aussi du MINESEC au niveau du secondaire. Nous avons donc procédé à la restitution avec les objectifs de l'étude, les méthodologies, les théories, les difficultés rencontrées, les principaux résultats, et nous avons aussi discuté. Il y avait aussi les réactions des participants, des réactions sur la méthodologie, sur les résultats et sur l'exploitation des résultats. À cette occasion, nous avons fait aussi une présentation globale et tous les aspects statistiques ont été transmis aux responsables des deux secteurs d'éducation pour exploitation à tout moment possible. Maintenant, il y avait un certain nombre de besoins. Je sais qu'ils porteront plus les besoins que moi, puisque je n'ai que la plus petite voix. Mais parmi les besoins, Minedup nous signale qu'il faudrait peut-être l'élaboration des projets en concertation avec l'institution locale. Et pour le MINESEC, il faut élargir et accompagner de manière technique la formation des instituteurs dans les ENIEJ. Parce que nous devons savoir ici que pour mon pays, les ENIEJ où l'on forme les instituteurs de l'enseignement primaire lèvent du MINESEC, donc du secondaire, pas de l'enseignement primaire. Donc, quand nous parlons de l'enseignement des langues, il faut savoir que c'est eux qui s'occupent de cela. Donc, il faudrait bien qu'on les intègre dans le processus de formation et que ce ne soit pas seulement le ministère de l'Éducation de base. Je ne parle qu'en sous-main, puisque les gens qui ont la voix autorisée sont ici. Je ne parle donc qu'en sous-main. Ils sauront comment faire mieux que moi. Je ne suis pas la voix qui porte. Les prochaines étapes, nous nous sommes dit qu'il faudrait donc présenter et discuter des résultats de cette étude et nous sommes en train, nous l'avons fait dernièrement et la table ronde que nous allons procéder à construire dans les prochains jours, peut-être ce sera demain
pourront nous faire connaître davantage sur la situation camerounaise. Mais quelles sont les actions de recherche à mettre en œuvre pour le développement du bilinguisme scolaire au Cameroun? Quand nous disons bilinguisme scolaire au Cameroun, il faudrait bien que vous puissiez comprendre que chez nous, le mot bilinguisme là est très restreint, puisque nous avons déjà 2 langues officielles avant les 239 langues que nous connaissons au Cameroun. Il y a nécessité maintenant de modéliser davantage les représentations par l'élargissement des enquêtes. Cela est possible pour que l'on comprenne mieux les phénomènes un peu partout. Parce que dans l'étude que nous avons faite et les statistiques que nous avons données, nous avons pris une dimension qui était la dimension de la ruralité, urbanité, au vu de nos résultats pour nous dire, est-ce que ce qu'on pense être les villages aujourd'hui sont encore les villages? Est-ce que ce que nous pensons être des situations urbaines ne sont plus qu'urbaines? C'est comme la question qu'on a posée tout à l'heure en disant quelles sont les langues de l'école. C'est des aspects assez importants. Et je suis content aussi de savoir que la sensibilisation sur la didactique plurilingue qu'on vient d'énoncer tout à l'heure pour le cas du Bénin revient dans notre cas aussi parce qu'il faut réduire les forces de compulsion didactique en développant des stratégies de sensibilisation qui portent. Parce qu'il faut insister sur l'importance de la didactique plurilingue comme effet d'intégration nationale et effet d'interculturalité. Maintenant aussi, on a parlé du matériel didactique. Et il y a l'adaptation de matériel à produire en fonction de cet apprentissage bilingue ou cet enseignement bilingue. Et la formation, il faut intégrer la didactique plurilingue dans les curricula de formation. Nous avons donné comme exemple les ENIEJ, mais il y a aussi les écoles normales supérieures. Je peux en parler pour l'école normale supérieure, puisque au moins je dirige ce département-là pour le moment. Je pourrais ne pas être la personne demain, mais pour le moment, ce que nous faisons généralement, c'est que nous recevons des étudiants qui sont des élèves professeurs qui sont de plusieurs langues et qui peuvent avoir des travaux pratiques parce que leur groupe c'est là, mais qui aussi ne peuvent pas avoir de groupe pratique et nous créons des cadres appropriés pour eux pour qu'ils abordent tout cela. Et dans cette didactique du biplurilinguisme qu'il faut attaquer, les problèmes de didactique qui relèvent soit de la variation, comme pour les langues, soit d'une didactique de la complémentarité linguistique dont on ne parle pas que très peu par moment, mais qui est pourtant assez complexe, ou même d'une didactique du multilinguisme sur lesquels nous devons travailler en tant que des gens qui s'occupent des facettes de la linguistique appliquée et de la didactique des langues de manière plurielle. C'est des aspects qui sont tout à fait nécessaires. Et ce sera le même cas pour les ENIEJ, donc les structures qui s'occupent de la formation des maîtres de l'enseignement primaire dans mon pays. Nous avons aussi postulé qu'il faut créer une revue scientifique. Ce ne sera pas pour nous une revue scientifique. Ce sera une revue pratico-pratique qui va s'intéresser aux pratiques de la didactique plurilingue. Son but étant la description, la didactique des langues, les standardisations des langues
et les politiques éducatives. Et je préfère faire une petite phrase sur ce que j'appelle la standardisation des langues. Vous savez, le français que je parle maintenant et que vous parlez mieux que moi, c'est le dialecte de l'Île-de-France que nous parlons ici maintenant et qui est érigé en standard. Dans nos langues, qu'elles soient africaines ou de chacun de nos pays ici, devant chaque langue, on aura aussi des variétés linguistiques. Et ces variétés linguistiques-là accèdent toutes à l'école. Or, sur le plan de l'enseignement, si toutes ces variétés linguistiques-là sont acceptées de manière orale, sont acceptées comme adjuvants ou comme moyen didactique, quand on en arrive à l'orthographe, on doit écrire d'une seule et même manière, même si on prononce différemment. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on va parler de faute, puisque ce sera la faute orthographique. Et nous ne faisons pas souvent très attention à cela. Il faudra faire attention à cela. Parce que parfois, même dans les salles de classe, les enfants ou les enseignants peuvent être considérés comme réticents. Mais ce n'est pas de la réticence en réalité. C'est que l'on ne comprend pas effectivement où est-ce qu'on est en train de vouloir aller. Et nous n'avons pas fait assez de sensibilisation didactique ou avoir la forte conscience orthographique sur la standardisation des langues. Je sais que je vous ai pris beaucoup de temps, mais je sais que vous savez me pardonner tout le temps que je vous ai pris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Je vais laisser la parole au professeur Miled et ensuite je laisserai la parole aux représentants du ministère. Professeur. Félicitations à l'équipe qui a bien mené ce travail de recherche avec beaucoup de rigueur et en s'appuyant sur des travaux dans le domaine du bilinguisme, dans le domaine de la didactique du bilinguisme. Et je pense que dans le prolongement de ce qui a été fait par le premier groupe, on a quand même une perspective importante qu'il convient d'exploiter, qui est celle des représentations vis-à-vis de la langue, vis-à-vis des langues, des représentations des élèves, des représentations des enseignants, représentation des parents d'élèves, représentation des officiels, des institutionnels. Et je pense qu'il s'agit là d'un fondement psycholinguistique qui doit être en amont d'un ensemble d'interventions possibles. Et l'équipe a bien travaillé dans ce sens, puisqu'elle a essayé de voir comment exploiter ces résultats qui font état de représentations négatives ou positives, surtout négatives, pour pouvoir justement les réduire. Et ceci se traduit par des actions possibles au niveau du curriculum, parce que le fait de tenir compte des représentations va orienter le travail au niveau du curriculum lui-même. Et la même chose lorsqu'il s'agit de tenir compte de ces représentations pour concevoir des contenus de formation, pour concevoir des outils didactiques. Donc, on voit l'importance de ce thème-là, traité par les deux équipes d'ailleurs. Et l'équipe camerounaise a fait le lien entre l'étude de ces représentations et les acquis des élèves. Et ça, c'est une visée importante, c'est-à-dire que ce qui est primordial dans toutes ces actions, c'est l'atteinte de compétences acquises par les élèves pour améliorer leur apprentissage. Et donc, c'est un lien qui a été correctement mené par l'équipe
Évidemment, l'explication des résultats et l'exploitation de ces résultats ne constitue qu'une variable ayant un effet sur les résultats des élèves. Mais c'est une variable importante qui n'a pas été suffisamment prise en compte dans certaines recherches ou certaines études. Et je pense que ce travail qui associe la réflexion conceptuelle, théorique et les pratiques d'apprentissage, je crois qu'il s'agit là d'une bonne perspective. Je pense que cette dimension-là qui a été traitée s'inscrit dans un contexte sociolinguistique un peu particulier, parce qu'au Cameroun, on a quand même 2 langues officielles qui sont des langues étrangères, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Et donc, les représentations doivent tenir compte aussi de ces contacts des langues, contacts entre les langues nationales d'une part et une ou les 2 langues officielles, l'anglais et le français. Et je crois que l'équipe a réussi à traiter justement cette étude dans son aspect contextualisé, contextualisant. Et on voit justement que ce que j'ai apprécié aussi dans cette étude-là, c'est le fait de prendre en compte les représentations par rapport à la didactique du bilinguisme, du plurilinguisme. Et c'est quelque chose d'important, mais j'aurais bien voulu, mais on n'a pas eu le temps de le faire, j'aurais bien voulu creuser cette dimension-là, voir quelles sont vraiment les exploitations possibles, les utilisations possibles qu'on peut faire des représentations que les enseignants, surtout les formateurs, ont de la didactique du biplurilinguisme. C'est là où le bas blesse dans certains contextes. Lorsque on voit que, tout à l'heure, le premier groupe a dit qu'il y a des réticences des parents d'élèves vis-à-vis des langues nationales. Ils disent, bon, mais qu'est-ce que mon fils va apprendre de plus à l'école par cette langue nationale? Il connaît déjà pas mal de choses dans son contexte familial, dans son contexte social. Quelle est la plus-value? Donc, ça, c'est une question. Alors, lorsqu'on voit que certaines orientations didactiques en langue nationale reprennent des contenus, des orientations qui sont déjà connues par l'élève, eh bien, quel est l'apport justement de la langue nationale, de la didactique nationale? Donc, vous avez posé un problème important qui est celui de la prise en compte d'une spécificité de la langue nationale, de la didactique de la langue nationale. Et il faut que cette didactique-là véhicule des choses nouvelles pour l'élève, inédites pour l'élève. Sinon, on va dire, voilà, on reprend la même chose, ce qui est traité en famille, ce que connaissent déjà et peut-être mieux les élèves. Donc ça, c'est une question importante qui a été malheureusement effleurée par l'équipe, mais qu'il s'agit d'approfondir. Et puis, je pense que les implications que vous avez proposées sont importantes au moment de la restitution de cette recherche-là, qui a, et je retiens quand même une recommandation importante qui a été faite lors de cette restitution, c'est l'opportunité d'impliquer les autorités régionales, les autorités locales pour la prise en compte du bilinguisme. Parce que c'est là où il peut y avoir un maillon faible. Il y a d'abord la politique éducative avec ses motivations plus ou moins élevées, et puis de l'autre côté, il y a des pratiques qui sont appréciables du côté de la pratique de classe, mais il y a les autorités régionales, locales, le suivi local qui est donc quelque chose à creuser. Donc, je tiens à remercier l'équipe pour avoir introduit justement cette problématique-là, pour avoir aussi exploité ce fondement psycholinguistique et les représentations, mais il s'agit dans une perspective de faire évoluer la recherche, de voir comment se fera une bonne exploitation, une exploitation ciblée des résultats sur les représentations.
Merci, professeur. Pardon. Je vais laisser donc la parole au représentant du ministère, s'il vous plaît. Bien, je vous remercie de bien vouloir me donner la parole. Je voudrais à ce stade indiquer que l'étude dont le professeur Gabriel Mba vient de nous faire l'économie rend compte de la richesse du Cameroun en matière culturelle en général et linguistique en particulier. Comme vous le savez, les autorités camerounaises voudraient cultiver des citoyens qui sont à la fois ancrés dans leur environnement culturel, mais ouverts au monde. L'étude dont le professeur Mba rend compte permet de s'inscrire résolument dans cette perspective-là. Comme lui-même l'a dit, ce n'est que la semaine dernière qu'ils l'ont complété. À ce stade, nous prenons donc acte ici des conclusions de cette étude. Nous attendons que le rapport complet nous parvienne et nous aviserons le moment venu. Je vous remercie. Nous allons passer donc à la séance de questions, s'il vous plaît. Je vous laisse la parole. Merci de me donner la parole. C'est Emmanuel Aya, SG du ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat du Togo. Je voudrais, avant toute chose, faire observer que nous venons de très loin, nous tous qui sommes réunis ici, parce que avec le bilinguisme dans l'enseignement aujourd'hui, c'est une avancée majeure, parce qu'il y a de cela 30 ans, dans une salle de classe, lorsqu'un enfant parlait le dialecte, il y avait quelqu'un de la classe qui était censé recenser tout ce qui parlait le dialecte local. Et il s'était fait par l'enseignant de la classe qui était peut-être absent. À son retour, il demandait qui sont ceux qui parlaient le vernaculaire. Je crois que nous venons de très loin et nous saluons vraiment cette initiative de la francophonie qui consiste à aller vers le bilinguisme vraiment dans l'enseignement. Qu'à cela ne tienne, je voudrais également remercier les deux présentations, les deux rapports. Mais il y a, au niveau des représentations, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un pan qui, je ne sais pas si c'est sciemment fait ou bien c'est comme ça que l'étude a été orientée au niveau des deux rapports. Peut-être que dans les autres, on verra, mais j'ai vu qu'il y a 3 types d'acteurs auprès desquels les représentations ont été recensées, à savoir les élèves d'abord, qui sont bénéficiaires de ce bilinguisme, les parents d'élèves et les enseignants. Mais je ne sais pas pourquoi l'institutionnel n'a pas été approché dans cette étude-là, dans ces études, ces 2 études que nous venons de suivre. Je n'ai pas vu quelque part où on nous a fait part des représentations de l'institutionnel. Qu'est-ce que l'institutionnel dit par rapport à cela? Vous êtes allé sur le terrain, vous avez fait des recherches, mais nous avons les personnes d'encadrement qui sont là sur le terrain, qui accompagnent la mise en œuvre de nos réformes éducatives dans les salles de classe. Mais qu'est-ce que ce personnel d'encadrement dit? Qu'est-ce que l'institutionnel au niveau régional dit? Je n'ai pas encore perçu ça dans les 2 rapports qu'on nous a présentés. Mais à la fin, vous dites que vous êtes allé pour présenter le rapport à l'institutionnel, bon, qui n'a pas été associé dans votre démarche. Bon, je m'interroge à haute voix, je ne sais pas. Est-ce que c'est comme ça que l'étude a été guidée par
la francophonie ou bien l'AUF? Est-ce que c'est comme ça qu'on vous a orienté de ne pas vous approcher de l'institutionnel pour avoir son sentiment? Qu'est-ce que l'institutionnel dit par rapport au projet? Voilà cette question que je voudrais qu'on creuse ensemble et voir ce qu'il y a. Parce que vous avez dit, même dans les conclusions, au premier rapport, vous avez dit qu'il nous faut aller vers des réformes cruciales pour l'avenir de nos systèmes éducatifs. Et qu'il faudrait quand même que d'intégrer l'enseignement bilingue dans les priorités sectorielles. Comment cela va se faire si vous tournez dos à l'institutionnel dans votre démarche de recherche pour creuser au niveau de l'institutionnel, pour savoir qu'est-ce que l'institutionnel a comme idée derrière? Est-ce que l'institutionnel est engagé à la démarche ou pas? Voilà, donc je voudrais m'arrêter là. Peut-être que ceux qui ont fait ces recherches pourront nous dire quelle est la conduite qui leur a été guidée. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je vais juste répondre sur cet aspect-là parce que certainement ça viendra par ailleurs. Juste au plan, en fait, on va dire purement technique, cet appel à projet-là a été lancé en 2019, alors même que les liens avec les différents pays, donc les secrétaires généraux et les responsables du ministère n'étaient pas encore faits. Donc, c'est un appel qu'on a lancé de façon publique à l'ensemble des chercheurs. Et donc, les chercheurs ici présents ont répondu, mais l'obligation leur a été faite à l'intérieur, dans leur projet, d'intégrer des praticiens et donc du personnel des ministères. Donc, dans tous les projets qui sont présentés ici, vous retrouvez à l'intérieur des équipes projets des professionnels rattachés au ministère de l'Éducation nationale. Et après, on s'arrête là dans les liens et dans la mise en lien avec le ministère. On compte sur ces personnes-là pour faire la communication nécessaire. Mais il est vrai qu'on en a parlé avec le point focal du Cameroun, qu'on peut aussi envisager une autre façon de collaborer et identifier dès le début de nos collaborations qui débutent en fait actuellement avec le Togo ou avec le Cameroun, identifier des problématiques particulières de recherche et entamer des recherches-actions sur des thématiques qui sont prioritaires pour le ministère. Voilà, juste sur ce point-là, avant d'aller d'avance sur d'autres questions. Il y avait Madame Benboli, je crois, qui voulait intervenir, et après le monsieur du Sénégal derrière. C'est bon. Okay. Merci beaucoup de me passer la parole. Je prends la parole ici en tant que point focal du programme École et langues nationales en Afrique au Cameroun. Je remercie encore une fois le professeur Mba et son équipe pour le travail fait, pour les résultats, la qualité des résultats auxquels l'étude a abouti. Nous l'avons déjà fait, nous leur avons dit merci déjà lors de la restitution de cette étude-là au ministère le 17 juin dernier. Et nous avons relevé que l'étude, effectivement, a soulevé des points très pertinents sur lesquels il convient de s'attarder. L'étude a donné des orientations aussi bien au niveau politique qu'au niveau, au niveau pratique, au niveau de l'éducation, aussi bien au niveau des ministères en charge de l'éducation que sur le plan hautement politique, lorsqu'on aborde le volet ou bien la partie ou l'élément qui concerne la politique linguistique du pays. Mais nous avons également regretter justement le fait que cette étude ait été menée
sans prendre en compte ce qui est déjà fait actuellement dans le programme Élan Afrique au Cameroun. L'étude n'a pas considéré les avancées déjà réalisées dans la mise en œuvre du programme. Peut-être c'était dû au contexte qui prévalait lors de la réalisation de cette étude-là, le contexte COVID peut-être. Mais heureusement que la restitution a été faite au ministère de l'Éducation, comme on l'a dit, et au terme de cette restitution-là, des recommandations et des amendements ont été faits à l'équipe qu'il convient de prendre en compte pour finaliser le contenu de l'étude qui a été mise à notre disposition. Le ministère de l'Éducation de base s'est engagé résolument à implémenter l'enseignement multilingue à l'école primaire. Nous avons actuellement un plan d'action qui est en lui seul porteur des orientations, de l'engagement du ministère. C'est un plan d'action préparatoire à l'introduction de l'enseignement multilingue à l'école primaire au Cameroun. Et le travail que le programme fait, que l'équipe fait actuellement, va dans le sens de documenter cette expérimentation-là pour que, à terme, cela soit capitalisé lorsque nous allons passer à la généralisation. Donc, le programme, je vais d'abord dire que les enseignants et les écoles, les enseignants qui sont engagés dans le programme n'ont pas reçu une formation initiale parce que cela n'existe pas encore au Cameroun. Monsieur le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires est heureusement là et certainement va juger à son niveau la pertinence de ce que ces modules-là soient pris en compte ou alors soient intégrés dans la formation initiale des enseignants des écoles primaires. Donc, la formation se fait au niveau des ENIEJ. OK. Il y a également que le ministère de l'Éducation de base, donc, malgré cela, dans le programme, nous avons mis l'accent sur la formation et le renforcement des capacités. Nous allons appeler cette formation pas initiale, mais les enseignants qui interviennent dans le programme reçoivent d'abord une formation en didactique du biplurilinguisme ainsi qu'à l'enseignement multilingue. Et ils reçoivent également 2 formations au cours de l'année pour renforcer leurs capacités. Ces enseignants sont également suivis par la chaîne de supervision pédagogique sur le terrain. Ils sont suivis à la mise en œuvre de cet enseignement multilingue-là dans les 43 écoles expérimentales multilingues que compte le Cameroun actuellement. Donc, ils reçoivent un encadrement au niveau qui vient de la centrale avec le comité technique et un encadrement de proximité qui leur est donné par le personnel de la chaîne de supervision qui également est formé et dont les capacités sont renforcées au fur et à mesure que nous avançons. Donc, à ce niveau-là, dans les salles de classe, justement… Excusez-moi, madame. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Si vous pouvez être
plus synthétique Ah, parce ok. qu'on a pris D'accord. beaucoup de retard. Merci beaucoup. D'accord, je conclus Parfait. très rapidement. Merci. Tout simplement, je voulais tout simplement dire que le contexte certainement n'a pas permis aux chercheurs d'observer les classes. Avec l'observation des classes, ils auraient certainement remarqué que l'enseignement multilingue est appliqué dans les écoles et que les enseignants disposent d'un nombre important de documents qui les accompagnent dans la mise en œuvre de l'activité, de cette expérimentation, et que les élèves disposent également des livrets que nous sortons et que le ministère de l'Éducation de base, le ministre de l'Éducation de base met à la disposition des élèves gratuitement. Ce sont les livrets de lecture et écriture en langue nationale. Et également que le ministère dispose actuellement d'une étude, des résultats d'une étude sur le plan de développement de l'enseignement multilingue à l'école. C'est cette étude-là qui donne les orientations au ministère pour qu'on avance dans l'engagement pris de procéder à une extension géographique et linguistique progressive du programme Élan Afrique. Bon, je vais m'arrêter parce que le temps ne me permet pas d'aller plus loin. Merci, Madame Benboli. Merci beaucoup pour votre intervention et vos apports. Alors, pour vous informer un peu plus sur le programme, sachant qu'on a pris du retard, on ne fera pas la présentation de M. Pitroipa tout de suite, on la fera après le déjeuner pour que tout le monde puisse être bien à l'aise pour écouter tous les résultats des recherches. Donc, l'enjeu, en fait, des discussions qu'on a ensemble après les présentations des porteurs de projets, je vous le rappelle, c'est évidemment d'échanger dans une démarche constructive tous ensemble, parce que vous partagez tous les mêmes problématiques. Et donc, ne pas focaliser seulement sur les situations nationales, mais essayer de les dépasser et voir ce qui nous lie tous ensemble. Donc, je crois que un des représentants de la délégation sénégalaise avait une question, donc on peut prendre sa question et par la suite, s'il n'y en a plus, peut-être à distance, s'il n'y a plus de questions, on fera la pause. Merci. Merci. Semba Kedjan, je suis l'inspecteur général de l'éducation et de la formation chargé de langue nationale au Sénégal. Mais j'interviens en tant que chercheur au Centre de linguistique appliquée de Dakar de l'Université de Cheikh Anta Diop, où je suis directeur de recherche. Je voudrais remercier d'abord vraiment le staff de l'AIF, l'IFEF, pour vraiment l'invitation et toutes les personnes qui ont contribué à notre invitation. Et le remercier aussi pour l'opportunité qui nous est donnée de suivre ces restitutions. Pour nous, ces restitutions sont des moments de partage. Et dans ce sens, je pense que nous pouvons partager peut-être les résultats, mais aussi la méthodologie qui a mené à ce résultat. En tant que chercheur, je mets plus le focus sur la méthodologie que sur les résultats. Pourquoi? Parce que comme nous tous nous sommes appelés à continuer cette recherche, peut-être ces projets d'aujourd'hui vont nous permettre de donner un point de départ et vont nous permettre d'améliorer la méthodologie pour tous les pays. C'est dans ce sens que je veux soulever quelques questions après avoir écouté mon cher collègue Adhérent du Bénin, que je connais très bien. L'université de Bénin est presque ma deuxième université. Presque, je peux dire, le tiers de mes publications sont publiées dans des revues scientifiques de Abomey Calabi. Je le connais bien. Professeur Mba aussi, remercier professeur Mba pour sa présentation. Bon, c'est difficile parce que, bon, comme le temps est court, je comprends bien que ceux qui présentent ne veulent pas aller dans les détails et les fonds. Donc, nous allons soulever des questions peut-être qui ont été très bien prises en compte et bien menées pour aboutir à ces résultats. Mais comme le temps n'a pas permis de le mettre en exergue, nous le soulevons comme ça, sous forme de questions.
Là, je le fais partant de l'expérience que nous avons ici sur le terrain et les expériences que nous avons avec les étudiants que nous mettons sur le terrain dans les mêmes domaines, les difficultés méthodologiques qui se soulèvent quelquefois. Bon, et la première chose que j'ai remarqué, c'est que dans des types d'enquêtes comme ça, sur des représentations, le plus souvent, en tout cas, si on observe les étudiants, les doctorants que nous envoyons, ils tombent plus sur des enquêtes qui recueillent des opinions et non pas réellement des faits réels qu'on peut analyser scientifiquement pour tirer des conclusions. C'est-à-dire, généralement, les cibles que nous adressons, ils peuvent réagir à des questionnaires et des guides d'entretien sous l'influence de plusieurs facteurs qui peuvent le pousser à ne pas être très, très objectif dans les réponses qu'il donne. Et j'ai remarqué que pour combler ce déficit-là, il est bon de mettre l'accent sur l'observation. Quand on vient pour des représentations, surtout sur les langues, dans un milieu, il est bon que l'enquêteur puisse avoir le temps d'observer et d'écouter les acteurs dans leur milieu naturel avant de s'adresser à eux par un questionnaire ou un guide d'entretien. Nous avons cette expérience-là, que quelquefois l'opinion des parents d'élèves peut être différente de l'opinion des élèves, peut être différente de l'opinion des enseignants. Mais si on applique l'observation, quelquefois on voit que en réalité, l'observation donne des réponses contraires à ce que les acteurs ont donné. Je donne un exemple. Dans la cour de récréation, si on observe les élèves pendant les heures de récréation qui jouent entre eux, on voit clairement quelle est la langue première ou la langue dans laquelle tout le monde fonctionne et qui peut ne pas être la langue maternelle de tout le monde. Si on s'arrête tout seulement à des questions, les parents, aussi bien les parents que les élèves peuvent donner leur langue maternelle alors qu'ils ne fonctionnent pas dans leur langue maternelle dans la vie quotidienne. Donc, je voudrais tout simplement dire, si on a utilisé cette étape de la recherche qui est l'observation, recueillir de données par l'observation, c'est bon. Mais si vraiment ce n'est pas utilisé, moi, je suggère qu'on mette l'accent sur l'observation, surtout pour ces questions de représentation linguistique. Je voudrais aussi vraiment soulever une question sur le contexte. On parle de bilinguisme, le mot est utilisé sur tous les continents, alors que les contextes sont très, 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 très différents et très